Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Champrosay, 1922. Cette petite bourgade, qui dépend de Draveil, étend ses coteaux et bosquets à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris. Sa devise est Inter undas et arbor. De fait, à l'ouest, la Seine y ralentit son cours avant d'entrer dans la capitale. À l'est, s'étend la forêt de Sénart. Ce qui n'était d'abord qu'un hameau était devenu, au milieu du XIXe siècle, le lieu de résidence d'élection des peintres, musiciens et littérateurs, de Delacroix à Alphonse Daudet, puis de Reynaldo Hahn à Marie Laurencin. Et ce que l'on n'appelait pas encore les week-ends voyait affluer, parmi les massifs et bosquets des résidences, la fine fleur des maîtres de l'esthétique du temps, tous arts confondus. Je naquis le 19 août, dans la superbe propriété que mon grand-père paternel, Adrien Bénard, avait achetée. C'était une vaste maison de 3 étages, de ce style néoclassique redevenu en vogue vers la moitié du XIXe siècle. Un toit en terrasse bordé d'un garde-corps à colonnade, un large perron couvert, lui aussi flanqué de fines colonnes, et à l'arrière de la maison, un élégant péristyle courant tout le long de la façade. Et d'immenses pelouses où venaient parfois atterrir dans les années 1920, le biplace amenant pour le déjeuner mon père ou d'autres invités, tous à l'époque fous d'aviation. Du moins quand aucun incident mécanique ne contraignait les émules des frères Wright à un atterrissage forcé sur une route voisine, ce qui fut parfois le cas. Ce grand-père, je ne l'ai pas connu, il est mort en 1912. Originaire d'Auvergne, de Massiac, d'une famille de négociants en tissu, il était monté à Paris vers 1850 avec sa jeune épouse, Julie Amélie Ferrier. Si l'on en croit un dessin au fusain datant de 1870, c'était un homme plutôt corpulent, l'air affable et le visage orné d'une profuse moustache à crocs. On retrouve d'ailleurs ce même dessin au-dessus de la cheminée près de laquelle est assise Julie, déjà âgée, peinte par Vuillard. Ce tableau est aujourd'hui au musée d'Orsay, comme d'ailleurs les superbes boiseries et le mobilier Art Nouveau, réalisés par Alexandre Charpentier pour la salle à manger de Champrosay. En débarquant à Paris, Adrien avait d'abord créé une maison de commerce, mais la seconde révolution industrielle, dans le dernier quart du XIXe siècle, allait être accompagnée d'importants besoins de financement, se traduisant par des appels à investissement et des émissions d'actions. Les banques se multiplient. La Banque Bénard naît à Paris dans les années 1880 lorsqu'Adrien, alors administrateur de la compagnie Continental Edison, concessionnaire d'un secteur électrique de Paris, un domaine qui explose au tournant du siècle, s'associe avec Sigismond Jarosławski. Simultanément, les horizons s'ouvrent. En 1895, la Banque Bénard, correspondante à Paris de la Banque belge Emprunt, très investie dans les grands travaux, assure l'émission à Paris d'un emprunt ottoman pour le prolongement du chemin de fer Smyrne-Kassaba. Mais son grand coup va être sa participation à la réalisation, en 1898, du chemin de fer métropolitain de Paris. Le projet passionnera Adrien, qui en présidera d'ailleurs jusqu'à sa mort, le conseil d'administration. Un conseil d'administration dont il balayera les frilosités en imposant, comme architecte et décorateur, Hector Guimard. Était d'abord née une fille Jeanne puis des jumeaux, Georges et Marcel. Vrais jumeaux, ils se ressemblaient évidemment beaucoup. 3/4 de siècle plus tard, je demeure encore perplexe devant la réflexion que me fit à ce sujet un prêtre du cours Gerson que les 2 frères avaient fréquenté enfant. Oui, ils se ressemblaient énormément. Surtout Georges. Je l'avoue, la logique de cette hiérarchie dans l'identique me reste obscure. Passionné par l'art, et particulièrement celui qui lui était contemporain comme l'Art Nouveau, Adrien en avait inculqué le goût à ses enfants. Un goût qui d'ailleurs, à Champrosay, naissait quasiment par osmose tant on y côtoyait peintres et musiciens. C'est leur voisine, Marie Laurencin, qui avait peint les portraits de Jeanne et Georges. Eux se trouvent désormais dans le musée japonais qui lui est dédié. Quant à celle qui devint pour moi tante Jeanne, son salon parisien de l'avenue d'Iéna fut très réputé dans les années 1920 pour l'accueil qu'elle y faisait aux musiciens. De ces rencontres naquit une œuvre qui connut son heure de célébrité. En hommage à son esprit et à sa générosité, 10 des compositeurs les plus renommés du temps créèrent en commun, pour le corps de ballet qu'elle avait fondé, une suite de morceaux qui prit le nom de l'Eventail de Jeanne. Entre autres, la fanfare était signée Maurice Ravel, la polka Satie et Darius Milhaud,
la pastourelle Francis Poulenc, le rondeau Georges Auric. Quant aux costumes et décors, ils avaient été dessinés par Marie Laurencin. Et la première ballerine était Tamara Toumanova, qui n'avait alors que 10 ans. Pour leur part, Georges et Marcel s'étaient constitué une remarquable collection de tableaux contemporains, dont le Journal des débats, en décembre 1933, rend ainsi compte. C'est entre autres pages un paysage de P. Bonnard, des portraits par G. de Chirico, des fleurs par Echerami, plusieurs Maurice Denis dont Le Soir jaune empreint d'une bien douce mélancolie. Voici 4 Marie Laurencin, dont Les Anges, cette si jolie toile qui figura à la première exposition de collectionneurs en avril 1924. Des Le Basque et des Marquet dont Les Remorqueurs. Enfin des Dunoyer de Segonzac, Valadon, Valautori et Van Donderen, d'entre les pages les plus significatives de leur œuvre. À la mort d'Adrien, Georges et Marcel avaient pris sa succession et étendu les intérêts de la banque au pétrole mexicain, au chemin de fer argentin. Une gare y porte d'ailleurs le nom de Bénard, à l'Afrique équatoriale française. Marcel avait épousé Lucie Thalmann, dont la famille, d'origine juive allemande, avait immigré en France en 1900, et ils avaient eu un premier fils, François. Tout cela a un peu des allures de success story version Belle Époque. Par malheur, cela n'allait pas durer. C'est de 1919 que date la célèbre formule de Paul Valéry. Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. De fait, cette France de 1922, où j'ouvre les yeux sur le vaste monde, ne va pas bien. Il y a moins de 4 ans qu'a pris fin la Grande Guerre, et les terribles plaies, tant humaines que matérielles, qu'elle a causées sont bien loin d'être refermées. Le nord et l'est du pays sont ravagés, 120 000 hectares de champs truffés d'obus qui n'ont pas explosé demeurent incultivables. Et à la fin du conflit, la France a perdu 25% de sa population active, surtout dans les jeunes générations, ce qui handicape sérieusement la reprise industrielle. Chez les Bénard, on est patriote et européen de père en fils. Et cela n'a pas cessé. Marcel avait bien sûr fait cette guerre 14 à 18 dans les tranchées, et il l'avait achevée comme capitaine d'infanterie à la brigade des Loups. Je me souviens encore de l'émotion de ses anciens camarades de guerre lors de ses obsèques, au cimetière de Passy. Soldat courageux, confronté aux tragédies quotidiennes, il puisait, semble-t-il, quelque réconfort dans un contact maintenu avec la beauté de la poésie. Une attitude pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Ainsi, j'ai toujours dans ma bibliothèque l'édition originale de Baudelaire, celle d'Alphonse Lemaire, que mon père avait emportée sur le front et qui porte, écrit de sa main sur sa dernière page, les noms des batailles, le chemin des dames, Verdun, Craonne, auxquels il a pris part. La sérénité des alexandrins baudelairiens. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de 1000 feux. Lui était-il un refuge dans le fracas de la mitraille? Je voudrais vraiment le penser. Chez les Thalmann, le patriotisme était aussi une valeur qui comptait. Richard, mon grand-père maternel, n'avait pu être mobilisé. Un accident vasculaire circulatoire l'avait privé de l'usage d'une de ses jambes. Mais il avait fait don à l'État français de tout l'or qu'il avait mis de côté pour ses vieux jours. On avait voulu l'en remercier en lui décernant la Légion d'honneur, ce qu'il avait refusé d'un péremptoire. La Légion d'honneur, cela ne s'achète pas. C'était un homme attachant, d'une honnêteté et d'une rigueur qui confinaient à l'obsession. De son athéisme, il avait tiré la conclusion que n'ayant rien à attendre d'une indulgence divine post-mortem, il devait donc ne jamais faillir de son vivant. Et à l'évidence, il avait transmis à sa fille, ma mère, ces mêmes convictions. Elle avait une personnalité très affirmée. Elle m'a inculqué l'esprit de rigueur et de détermination. Ainsi que quelques principes intangibles comme, chez les Thalmann on ne ment jamais. Parfaitement estimable, elle pouvait être rigide. Et peu disposée à tolérer de mon père des incartades que, il faut le dire, il avait tendance à multiplier. Je ne sais qui en prit l'initiative, mais ils divorcèrent quand je n'avais pas 2 ans. Je n'en avais alors évidemment aucune conscience, mais la situation de divorcer était inconfortable dans la bonne société autour des années 1925, et il fallait aux femmes, même si elles n'étaient en rien en tort, surmonter l'épreuve. Mon père devint dès lors pour moi un personnage un peu mythique, apparaissant le temps d'un repas dominical à Champrosay, puis disparaissant. Cette situation affectivement assez rude était compensée par l'attentive bienveillance d'une de nos gouvernantes, Marie Patrijon,
que j'ai connu toute mon enfance et adolescence. Tant d'années plus tard, j'ai le cœur serré de n'avoir pu, j'étais au bout du monde, assister à ses obsèques. J'ai pu conserver quelques photos de famille. Signe des temps, elles sont aujourd'hui pour la plupart sur mon iPhone après avoir survécu à de nombreux déménagements. Des photos de ma mère Lucie, sur 2 de ses cartes d'identité. Très brune, cheveux courts, regard direct et ce type de mâchoire que l'on qualifie à juste titre dans son cas de volontaire. On pressent que cette femme-là ne s'en laissera pas compter et tiendra le cap face à bien des périls. Ce qui fut. Plusieurs photos aussi de mon père Marcel, dont l'une me touche particulièrement. Derrière son apparente décontraction, on y lit le soin vigilant qu'il avait mis à la faire pour les siens, aussi peu porteuse d'angoisse que possible. C'est une photo de guerre prise au front. Mon père semble y plaisanter avec 2 camarades. Un bel homme brun, mince, à l'évidence souple et surtout doté d'un beau sourire, direct et chaleureux. Oui, c'est bien au front. Les 3 hommes bavardent devant une tranchée dont le mot seul renvoie à des images barbares. Mais une tranchée parfaitement rectiligne, on est tenté de dire impeccable. Aucun de ces éboulements qui pourraient évoquer le labour meurtrier de l'artillerie. Aucune trace de cette boue qui engluait parfois jusqu'à la suffocation les soldats. Aucun casque ou fusil abandonné. Pas même de barbelé. N'était sa profondeur, et le paysage dénudé, on dirait un sillon sagement tracé dans un champ qui attend d'être ensemencé. J'aime ce que dit d'affectueuse vigilance pour les émotions de ceux qui l'attendaient, ce refus du pathétique. D'autant que je sus plus tard, combien mon père n'avait jamais hésité à affronter les pires dangers. Il y avait là une détermination qui refusait l'emphase tout en étant prête au sacrifice. Une leçon à retenir. Les difficultés ne s'arrêtèrent pas à cette première rupture que fut le divorce de mes parents. La trop fameuse crise de 29 vint frapper de plein fouet certains établissements bancaires, surtout quand ils s'étaient lancés, confiants en l'avenir, dans des investissements un peu hasardeux. C'était, semble-t-il, le cas de la banque Bénard qui commença à être sérieusement en difficulté. Mon père n'en connut que les premiers trébuchements. Il mourut brutalement en avril 1930. L'opération, en soi bénigne, d'une hernie aurait occasionné un empoisonnement du sang, qu'on imputa au repas trop copieux qu'il avait tenu à faire la veille avec des amis. Quelques mois plus tard, en novembre, le journal des finances annonçait la mise en liquidation judiciaire de la banque Bénard. Nous étions totalement ruinés, d'autant que ma grand-mère avait absolument tenu à ce que soient indemnisés tous ceux qui y avaient investi, ce qui entraîna la vente des collections de tableaux, des livres rares que mon père, fervent bibliophile, avait accumulés, et autres objets d'art ou d'orfèvrerie. À franchement parler, j'avais 8 ans à l'époque. Je n'ai pas un véritable souvenir de ces années, sinon celui d'une atmosphère familiale pesante, et du soin que l'on prenait à me cacher les journaux que je dénichais quand même, sans vraiment en comprendre la teneur. J'y voyais seulement que notre nom y était cité, ce qui suffisait à alimenter ma perplexité. En outre, le climat général était passablement délétère. Dans le sillage de véritables scandales politico-financiers, l'affaire Hanau, l'affaire Oustric, certains journaux déjà, n'hésitaient pas à jeter la suspicion sur des établissements qu'on pouvait peut-être taxer d'imprudence mais absolument pas de malversation. Ainsi mon oncle Georges fut-il un temps soumis à l'inquisition d'une commission d'enquête, mais en ressortit totalement blanchi. Nous continuions à fréquenter assez assidûment Champrosay, où ma principale occupation fut un temps, d'apprendre avec mes cousins à nager dans la Seine toute proche. J'en garde pour le coup des souvenirs très vifs, et pas nécessairement très plaisants. Le maître nageur était un Norvégien du nom de York, qui officiait sous une pile du pont de Rissorangis. Sa méthode ne s'embarrassait pas de théorie. Il nous attachait une corde autour de la taille, nous précipitait à l'eau et nous criait avec son fort accent « Allonge tes bras. Allonge tes jambes. » On se tirait d'affaire tant bien que mal pour ne pas couler, dents serrées, au figuré comme au propre. L'eau était loin d'être limpide, il y flottait de nombreux détritus, voire parfois les cadavres ballonnés de chats crevés. Rien vraiment de la partie de plaisir, même au plus fort de l'été. Mais serrer les dents et avancer pour ne pas couler était une leçon qui devait, dans l'avenir, m'être fort utile. Après la faillite de la banque et la mort de mon père, mes grands-parents maternels, Richard et Emma Thalmann, prirent une place de plus en plus importante dans la vie de mon frère et la mienne.
Également férus d'art plastique et de musique, ils me firent découvrir très tôt les musées français ainsi que ceux des grandes capitales étrangères. Ma grand-mère Emma était une Européenne convaincue, et elle nous invitait souvent à l'accompagner dans ses nombreux voyages, en Hollande, en Belgique, en Italie. Et je lui dois d'avoir assisté au dernier concert de Bruno Walter à Paris, juste avant la guerre. Lorsqu'il n'était pas trop lointain, nous faisions la plupart de ces voyages dans la Minerva de ma grand-mère Emma. Une automobile luxueuse dont la calandre était ornée d'un médaillon représentant la déesse casquée, et d'un bouchon de radiateur façon Rolls-Royce. Il y avait devant un strapontin, une tablette sur laquelle reposait un arsenal d'instruments de beauté en écailles cerises, superbe au point que lorsque ma grand-mère vendit la Minerva, elle le conserva. Le seul défaut de cette voiture tenait à ce qu'elle était belge. Il faut entendre par là qu'elle avait été conçue pour le plat pays, et que le moteur avait une fâcheuse tendance à suffoquer dans les montées trop longues et trop pentues. Le chauffeur, Auguste, avait pris l'habitude d'accélérer dans les descentes pour prendre de l'élan avant d'affronter la côte suivante, mais la technique avait ses limites. Ainsi, nous avons dû, en Italie, renoncer à rendre visite à des amis qui nous avaient invités dans leur propriété. Seul problème, elle était située très haut dans les Apennins. Inutile d'espérer une descente assez longue pour ensuite nous y propulser. Très belle, Emma avait en outre un goût parfait et la demeure que mon grand-père avait fait construire au coin de la rue Paul-Valéry, alors rue de Villejuif, et de l'avenue Foch recelait nombre d'objets de grande valeur. Dès 1941, la maison avait été réquisitionnée par le Commissariat général aux questions juives, et la Gestapo en avait fait un de ses sièges parisiens. Là encore, ce fut la juxtaposition de la beauté et de la barbarie. Un certain nombre de résistants s'y suicidèrent en se jetant par les fenêtres pour en finir avec les tortures ou, plus tragique encore, pour ne pas risquer de parler. Quand en 1944, les nazis furent sur le point de quitter Paris, ils emballèrent les objets collectionnés par ma grand-mère, les étiquetèrent avec soin et les chargèrent dans un wagon en partance pour l'Allemagne. La chance voulut que celui-ci ne passe jamais la frontière. Il fut retrouvé en rase campagne après la libération, intact. Les objets qui en étaient jugés dignes furent offerts au musée du Louvre. Je garde un précieux souvenir des déjeuners dominicaux chez ses grands-parents, surtout quand y était présent le baron Émile Beaumont d'Erlanger, grand ami de mon grand-père et que nous appelions sans plus de cérémonie Mimile. Il dirigeait à Paris la branche française de l'importante banque familiale, Émile d'Erlanger & Compagnie. Pour moi, ce grand banquier londonien faisait figure de personnage de légende. Il construisait des chemins de fer en Rhodésie, en Angola, au Congo et présidait la compagnie britannique du tunnel sous la Manche. 50 ans après que le Parlement britannique avait imposé, une fois de plus, l'arrêt du premier creusement, il ne se lassait pas de promouvoir ce grand projet. Sorte de géant bienveillant, il parlait volontiers devant les enfants et sans le chercher, leur inculquait de hautes ambitions. La route du Cap au Caire était un autre de ses projets, et la seule idée de cette immense voie traversant forêts vierges, savanes et déserts grâce à l'acharnement des hommes me tournait la tête. Tout, dans le personnage et ses fonctions, avait de quoi enflammer mon imagination juvénile. Je me souviens que juste après la déclaration de la guerre de 1939, mon oncle Jacques Lévy-Rue eut la surprise de rencontrer Émile d'Erlanger à Paris. Quand il lui demanda ce qui l'amenait en France à un moment aussi critique, celui-ci lui répondit : « Le gouvernement anglais m'a demandé si nous pourrions accélérer la construction du tunnel. J'ai pensé qu'il serait courtois que je lui dise moi-même que la France ne pouvait rien faire très rapidement. Mais qu'en tout état de cause, je ne recommanderais pas au gouvernement britannique l'accélération de la construction tant que la ligne Maginot ne serait pas prolongée jusqu'à la mer. » On ne peut que rester rêveur devant cette étonnante demande gouvernementale. Fallait-il être inconscient de la puissance militaire allemande et de la désastreuse impréparation des troupes françaises, pourtant dénoncée par de nombreux éditorialistes ? Moins d'un an plus tard, et après cette drôle de guerre où rien de part et d'autre n'avait bougé, le Blitzkrieg avait submergé la fameuse ligne Maginot et la pathétique bataille de France n'avait duré que 40 jours, au terme desquels le pays était occupé et les Allemands installés à Paris. Bien qu'en 1986, quand je me lançais dans cette aventure d'Eurotunnel, je sois revenu de pas mal de mes rêves juvéniles, je ne jurerais pas que le souvenir de l'enthousiasme du baron d'Erlanger n'y ait pas été pour quelque chose.
Mais dans ces années 1930, il n'y avait pas que les dimanches, les vacances à Champrosay et les expéditions dans la forêt de Sénart, les soirées où mon cousin Jean-Pierre jouait du banjo et ma cousine Nadine du piano. Ou encore la découverte des merveilles flamandes ou italiennes. Il y avait aussi le quotidien. C'est-à-dire les études. J'habitais avec ma mère avenue Bugeaud, très près de la place Victor Hugo. Lors de son divorce et du partage qui l'avait suivi, elle ne s'était vue attribuer qu'une partie de ce que mon père et elle avaient acquis en commun, dont un très beau bureau venant du château de Versailles que j'ai longtemps conservé. Quant à l'héritage de mon père, elle l'avait refusé pour n'être pas redevable des dettes qu'il laissait. Ce n'était toutefois pas pour nous, la gêne, puisque mon grand-père Talman avait par anticipation fait don à ma mère de son héritage. D'abord, je fréquentais le cours Atmer, dont les nouvelles méthodes pédagogiques séduisaient beaucoup de parents de la bonne bourgeoisie. Puis ce fut Janson de Sailly. J'y fus un bon élève, ce qui me sauva des conséquences de quelques incartades qui auraient pu avoir des suites fâcheuses. Si je me souviens bien, je risquais par 2 fois le renvoi, du moins momentané. L'une pour avoir interpellé de façon plutôt virulente notre professeur d'allemand, qui avait sanctionné un camarade d'une manière que j'estimais injustifiée, l'autre pour avoir mené un chahut qui avait fait quelque bruit, à tous les sens du mot, dans le lycée. Mais Janson n'était pas peu fier de son taux de succès au baccalauréat, et j'étais un lauréat quasiment assuré. On passa sur l'incident. Vers mes 14 ans, j'étais allé faire un stage en Angleterre. On était alors très anglophile, et je le suis resté. J'ai pour le peuple anglais à la fois une affection et une admiration qui ne se sont jamais démenties. Pour ma mère, comme pour toute la bourgeoisie de cette époque, les tables manners façon britannique tenaient une place importante dans l'apprentissage de la vie en société. Et bien sûr, le maniement aisé de la langue faisait partie des exigences de base d'une bonne éducation. On envoyait très souvent les adolescents parfaire leur anglais lors d'un séjour outre-Manche. Pour moi, ce fut dans une petite ville du littoral, au nord de l'Angleterre, chez les Pangbourne, une famille fort sympathique et passionnée de navigation à voile. Ils avaient 2 dériveurs, dont l'un était quasiment la propriété de leur fils Brian, qui était plus particulièrement chargé du bon déroulement de mon stage. Un jour, Brian me proposa d'aller pique-niquer au large de la baie, sur un radeau désaffecté qui servait de cible aux essais de lance-torpilles. Le dériveur nous y mena sans problème, mais mal arrimé au radeau, il se mit à s'éloigner dans la baie, jusqu'à devenir inaccessible. Nous étions bloqués là, sur ce radeau cible, sans aucune possibilité de rejoindre la côte. Par chance, le dériveur nomade fut repéré par d'autres plaisanciers qui, le voyant vide, cherchèrent où pouvaient être ses occupants et finirent par nous retrouver, transis et pas vraiment rassurés. Notre disparition avait alerté les radios locales puis nationales, et je dus à cette aventure ma première interview à la BBC. Il y en eut ensuite beaucoup d'autres. Je crois bien que c'est aussi de cette époque que date mon premier coup de cœur. Pour la période des vacances où affluaient les touristes, la petite poste de la bourgade avait recruté une exquise jeune fille blonde dont le sourire me faisait chavirer. Ce fut le temps où ma famille, stupéfaite, fut littéralement inondée de mes lettres. Les missives en elles-mêmes n'étaient pas particulièrement prolixes, mais il fallait bien pour chaque envoi une enveloppe, et donc un timbre. Mes allers et retours au bureau de poste se multiplièrent. Devant cette frénésie épistolaire, la ravissante postière m'avait évidemment suggéré d'acheter directement une planche de ces timbres pour m'éviter tant de déplacements. Inutile de dire que j'avais éludé la proposition, au prétexte, je crois, que sur une planche, tous les timbres sont identiques et que je voulais les dissocier pour ma collection. C'était assez peu crédible puisque le prix d'affranchissement ne variant pas, en planche ou à l'unité, les timbres étaient les mêmes. Elle n'insista pas. La profonde sympathie que j'ai pour les Anglais s'enracine dans bien des aspects de leur caractère que je découvris plus tard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.